Bonjour à tous, c'est l'heure du JT de la CAN. Comme tous les soirs, l'occasion de faire ensemble le point sur l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment. 3 nouveaux matchs aujourd'hui et 2 premiers qualifiés pour les 8e de finale. On va en parler, débriefer tout cela avec nos consultants Hervé Kouamouo et Xavier Barret. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va débuter avec le choc du jour, l'un des plus gros chocs de cette phase de groupe, c'est évidemment cette affiche entre le Sénégal et le Cameroun, les tenants du titre sénégalais qui ont parfaitement tenu leur rang, victoire 3-1 et la qualification qui est donc déjà assurée pour les 8e de finale. Les Lions de la Teranga qui se sont fait un peu peur en fin de match avec la réduction du score de Castelletto et une énorme occasion en toute fin de match d'Nkoudou avant de creuser l'écart finalement par Sadio Mané. On va prendre tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire et plus précisément d'Yamoussoukro où se trouve notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Vous avez assisté à cette rencontre où l'attaque sénégalaise a fait preuve d'une redoutable efficacité aujourd'hui. Effectivement, l'efficacité sénégalaise s'explique encore mieux avec les chiffres. 3 tirs cadrés dans ce match contre le Cameroun et 3 buts. Cerise sur le gâteau marqués par les 3 attaquants titulaires, Sadio Mané, Habib Diallo et Ismaïla Assar. Et si on prend en compte d'ailleurs le premier match contre la Gambie, le Sénégal compte 9 tirs cadrés dans cette Coupe d'Afrique des Nations depuis le début du tournoi, avec 6 buts marqués. C'est un excellent ratio. Et pourtant, ils n'ont pas eu énormément d'occasions franches, les Sénégalais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça a fini quasiment en but. Ça contraste réellement avec l'édition d'il y a 2 ans où le Sénégal avait franchi la phase de groupe avec une petite victoire 1-0 et 2 résultats nuls, 0-0, un seul but marqué dans la phase de groupe. Là, ils en sont déjà à 6. Alors comment l'expliquer ? Mais c'est vrai qu'il y a déjà le schéma tactique qui est beaucoup plus clair du côté du Sénégal. Ils arrivent avec beaucoup plus de certitude qu'il y a 2 ans. Là, c'est un 4-3-3. Alors qu'il y a 2 ans au Cameroun, le sélectionneur Aliou Cissé avait un peu tâtonné en faisant évoluer son schéma tactique durant la compétition. Il y a beaucoup plus de sérénité. Et puis aussi peut-être un peu moins de pression, puisque le Sénégal a cherché son tout premier titre de champion d'Afrique au Cameroun en 2021. Là, bien sûr qu'il y a de la pression en tant que tenant du titre, mais on sent que les joueurs sont beaucoup plus sereins. Et le sélectionneur Aliou Cissé lui-même, qui était d'ordinaire beaucoup plus sérieux, là on le voit plaisanter en conférence de presse avec les journalistes, comme c'était le cas avant ce match contre le Cameroun. Donc c'est de bon augure pour les Lions qui peuvent maintenant se projeter tranquillement vers les 8e de finale vu qu'ils sont déjà qualifiés, même s'il y a quand même encore ce 3e match de groupe pour, comme on dit, entre guillemets, finir le travail. Merci beaucoup Cédric, restez avec nous bien sûr dans cette émission. Messieurs, on a vu que le Sénégal était quand même un cran au-dessus dans cette rencontre. Oui, on s'y attendait un petit peu suite au match de la première journée. Le Sénégal est une équipe aujourd'hui bien en place, comme l'a très bien expliqué Cédric. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, ils avaient été un peu perturbés aussi par le Covid. Il y avait des joueurs qui étaient malades. La suspension de Pape Gueye, qui, pour une histoire de transfert, etc. D'ailleurs, il en a eu une autre depuis. Donc, bon, ça se présentait pas aussi bien que maintenant. Mais je pense que vraiment, ce qu'il faut porter au crédit d'Aliou Cissé, on l'a déjà dit dans cette émission, mais c'est qu'il a su maintenir sous pression ce groupe en le régénérant avec des jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ont tout de suite marqué d'ailleurs, comme Lamine Camara lors du premier match. Donc ces joueurs sont en place, ils challengent les titulaires ou les champions sortants, et du coup, il y a une émulation au sein de ce groupe, et cette émulation, elle est bénéfique pour toute la sélection sénégalaise. Oui, c'est vrai que le Sénégal a cette constance maintenant de très haut niveau. Aujourd'hui, le milieu de terrain est plutôt jeune. Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Pape Gueye. C'est très jeune, mais à la fois beaucoup d'expérience. Ils ont su aussi utiliser tous les temps forts pour gagner. Bon, mais on ne doit pas aussi oublier la faible prestation camerounaise. Défensivement, surtout, on a vu d'énormes largesses. Défensivement, côté camerounais, notamment du côté gauche, c'est passé plusieurs fois pour amener plusieurs buts côté sénégalais. Mais en fait, c'est passé plusieurs fois, mais alors, de façon générale, c'est payer l'improvisation, parce que le côté gauche, c'est un côté gauche tout neuf encore, parce que nous, Tolo revenait, et puis Castelletto, qui joue habituellement à axe droit, joue à axe gauche, donc tout le côté gauche était à refaire, et puis bon, de façon générale, l'équipe semblait se découvrir. Rigobert Song a tellement voulu jouer sur... il n'y a pas de titulaire, qu'au final, il n'y a pas de 11, il n'y a pas de groupe collectif, il n'y a pas de force collective. Après, Song n'est pas le seul responsable.
Parce que quand même, le cas Onana, ça vous plombe un petit peu aussi l'organisation de votre défense. Quand vous ne savez pas avec quel gardien vous allez jouer, et on l'a vu, la communication, c'est déterminant entre un gardien et sa charnière centrale. Onana, qui, on le rappelle, il a fait son retour aujourd'hui. Il n'était pas là pour le premier match. Il n'a pas fait la préparation. Voilà, et donc du coup, il n'y a pas eu de séance d'entraînement ou trop peu pour préparer ces rendez-vous. Onana, il faut rappeler, avait quitté la sélection lors de la dernière Coupe du Monde. Il a été rappelé par injonction du gouvernement camerounais. On a envoyé un émissaire négocier avec lui et avec le club de Manchester United. Enfin, c'est surréaliste. Et dans ce contexte, vous êtes entraîneur et vous devez préparer. Bon, on va jouer comme ça ou comme ça. On ne sait pas avec quel gardien. Non. Oui, mais finalement, ils arrivent à avoir que ce qu'ils méritaient. Oui, il a aussi beaucoup joué là-dessus. C'est la conférence de presse hier. C'était oui, on va voir chaque joueur jouera à son poste. En fait, ils ont fait beaucoup d'essais pour finalement avoir une équipe qui ressemblait à une équipe qui aurait pu jouer et qui aurait eu un peu plus d'épaisseur que celle qui a joué le premier match, mais de faire des tests finalement lors du match référence, lors du match, le plus gros match du groupe, parce que faire débuter des jeunes comme Enzo Chato aujourd'hui, effectivement l'un des seuls latéraux de métier qu'il y a dans cette équipe, mais voilà, je veux dire qu'en fait, à force d'improviser, à force de jouer avec les réseaux sociaux, à force de donner le sentiment que juste parce qu'on s'appelle le Cameroun, ça va passer, c'est pas passé aujourd'hui. On a vu à l'Euro avec l'Allemagne, ou à la Coupe du Monde plutôt, il y a un moment, ça suffit plus. Il faut travailler, parce que les autres travaillent aussi, et travaillent bien, notamment le Sénégal, très bien. Oui, très bien. Et donc l'avance qu'a pu avoir le Cameroun à un moment, ils ne l'ont plus maintenant. Le Sénégal qui a donc maintenant cette avance, qui a donc sa qualification en poche pour les huitièmes de finale, mais pas d'effusion de joie côté sénégalais après cette qualification. On va écouter le sélectionneur Aliou Cissé, qui est déjà tourné vers la suite de la compétition. C'est ce que j'ai dit aux garçons, restons focus sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de jouer 7 matchs. On en a joué 2. Rien n'est fait, rien n'est acquis encore. Nous allons continuer encore à travailler. Rappelez-vous aussi qu'en 2017, pour certains, on avait gagné nos 2 premiers matchs et on avait fait match nul contre l'Algérie. La même équipe du Cameroun nous avait sorti en quart de finale. On sent ces Sénégalais en mission pour aller obtenir un doublé historique. C'est leur intention, parce que depuis qu'ils ont gagné au Cameroun, ils ont pris l'habitude de gagner et ils veulent continuer à gagner. Et puis, on sent bien Aliou Cissé déterminé à rentrer dans l'histoire. Allez, on va passer à l'autre match de cette poule, la Guinée, qui a battu, il y a quelques minutes maintenant, la Gambie. Victoire 1-0, but d'Agibou Camara. On retourne du côté de Yamoussoukro. Cédric, contrat rempli pour la Guinée, qui s'est montré supérieure ce soir avec cette victoire 1-0. Et la Guinée qui obtient quasiment son ticket pour les huitièmes de finale. Victoire 1-0 sur la plus petite démarche contre la Gambie, même si les Guinéens auraient pu vivre une rencontre un peu plus tranquille s'ils avaient été plus efficaces, puisqu'il y avait eu d'abord cette frappe en première période de Mohamed Bayo sur le poteau. Et puis ensuite, on a assisté à une rencontre assez ennuyeuse, pour être franc. Très peu d'occasions, beaucoup de maladresse technique, jusqu'à cette 70e minute où enfin le match s'est décanté avec ce but guinéen marqué par Agibou Camara. Dans la foulée, Mohamed Bayo, encore lui, a touché cette fois à la barre. L'attaquant du Havre, qui avait été buteur lors du premier match, a décidément été maudit lors de cette rencontre avec la Gambie. Bonne nouvelle du côté sénégalais au-delà de la victoire, c'est le retour de Naby Keita, le maître à jouer de cette équipe. Il était blessé, il est entré en jeu en fin de match. C'est de bon augure pour la suite. La Gambie a bien essayé d'égaliser en fin de rencontre, sans succès. On en est resté à ce 1-0, ce qui signifie donc que la Gambie est éliminée avec 2 défaites en 2 matchs. La Guinée est quasiment qualifiée, même s'il faudra valider cette qualification avec un résultat nul suffira contre le Cameroun. Une défaite pourrait suffire si les Guinéens terminent parmi les meilleurs 3e. C'est une équipe en tout cas qui est en progression constante, puisqu'ils ils avaient déjà été qualifiés en 8e de finale en 2019 et en 2021. Ils vont peut-être se qualifier pour la 3e fois consécutive. On en a discuté avec un ancien international guinéen qu'on connaît bien en France, qui a évolué à l'AS Saint-Etienne. C'est Pascal Feindouno. Je vous propose de l'écouter. Ça court, ça joue, ils ne lâchent pas. Et je crois qu'ils ont écouté le discours du coach, dans les vestiaires, à l'entraînement. Et c'est vrai qu'ils nous montrent quand même un bon tournoi. C'est vrai que 2021 au Cameroun, et là aujourd'hui, c'est pas... Bon, ça a changé l'équipe. Mais bon, nous, on veut juste que ça aille de l'avant.
Merci beaucoup Cédric, on vous retrouve évidemment demain pour la suite de cette compétition. Petite victoire donc, comme le disait Cédric, pour cette équipe de Guinée qui a manqué cruellement d'efficacité sur le plan offensif. Oui, mais importante parce qu'effectivement, ils retrouvaient un adversaire la Gambie, qui les avait éliminés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ont pu prendre leur revanche. Ça a été difficile, effectivement. Mais là, ils avaient été tenus en échec par le Cameroun à 10 contre 11, puisqu'ils avaient joué toute une mi-temps à 10. Là, 11 contre 11, ils gagnent. Ils vont ensuite jouer le Sénégal, aller plus loin en huitième de finale. Ils récupèrent Naby Keïta et ils vont probablement récupérer Serhou Guirassy, l'actuel meilleur buteur ou deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, qui est actuellement pas opérationnel mais qui devrait l'être très bientôt. Donc il y a de belles perspectives pour ce Sili de Guinée et c'est sympa pour le travail accompli depuis 3 ans maintenant par Kaba Diawara. On va passer à l'autre match de cette journée. On connaît le nom d'un autre qualifié. C'est évidemment le Cap-Vert. Ça a été la première équipe donc a validé son billet pour ses huitièmes de finale. C'était dans l'après-midi. Les requins bleus qui n'ont fait qu'une bouchée du Mozambique. Victoire 3-0 avec 2 buts absolument exceptionnels. Un coup franc de 40 mètres de Bébé pour ouvrir la marque. Une frappe splendide des 25 mètres de Pina. Avant cela, Ryan Mendes avait profité aussi d'une énorme boulette de la défense du Mozambique. Le Cap-Vert qualifié et même déjà assuré d'être premier de cette poule dans un groupe où il y avait, on le rappelle, l'Égypte et le Ghana. C'est la sensation que personne n'avait vu venir dans cette CAN. Oui, cette sensation, personne ne l'avait vu venir. Enfin, quand on dit Égypte, Ghana, on serait attendu à Égypte, Ghana 2 et éventuellement Cap-Vert 3. Mais c'est la récompense de travail parce que c'est une équipe qui joue bien, j'allais dire à la portugaise, à l'espagnol, avec un jeu très technique. Bon, il faut aussi reconnaître que les Mozambicains leur ont donné 2 buts aujourd'hui parce que le coup franc, effectivement, le gardien fait une erreur. Et puis sur le but de Ryan Mendes, mais ça n'enlève rien à la qualité du jeu et du spectacle qu'ils nous donnent depuis le début de la compétition. Le Cap-Vert, en 4 Coupes d'Afrique des Nations, 4 participations à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont sortis des poules 3 fois. Ouais. Une seule fois, ils ont été éliminés. Pour un petit pays comme ça, c'est extraordinaire. Mais parce qu'effectivement, il y a un état d'esprit, il y a une âme. Ils s'appuient effectivement beaucoup sur des joueurs, s'ils ne sont pas nés au Portugal, qui ont grandi et qui ont appris le football au Portugal, puisque c'est un pays lusophone. Et ils ont quelques personnages qui ont des profils très particuliers, notamment Bébé, l'avancante, qui a marqué ce fameux coup franc dont vous parliez, Elliot. Eh bien, il a été sans domicile fixe. On a dit d'ailleurs qu'il avait même joué la Coupe du Monde des SDF. Et il s'est retrouvé à la rue à un moment donné de sa vie au Portugal. Et il est rebondi dans un petit club de la région de Lisbonne. Puis ensuite, il a été pris par Manchester United. Alex Ferguson avait eu un coup de cœur pour lui. Il l'a fait signer à Manchester United. Bon, il n'a jamais joué que 2 matchs avec les Red Devils, mais il a quand même connu ça. Ensuite, il a joué à Benfica. Donc, c'est un type, il a 33 ans maintenant, mais au parcours tout à fait incroyable. Le Cap-Vert qui même va pouvoir faire tourner parce qu'ils sont déjà assurés d'être premiers. Ils vont pouvoir faire tourner et ils peuvent viser plus loin. C'est vrai qu'ils peuvent faire tourner parce qu'il n'y a plus rien à aller chercher. Avec les matchs, ils ont l'assurance de terminer premier. Mais bon, ça reste une fête pour eux. Et je ne sais pas s'ils auront de la profondeur de banc pour faire réellement tourner. Mais reposer quelques cadres, c'est vrai qu'il y a quelques trentenaires. Ryan Mendes aussi. Donc oui, peut-être un peu faire tourner, effectivement. Les requins bleus qui affronteront pour ce dernier match de groupe l'Égypte qui de son côté est dos au mur et qui va donc faire sans sa star Mohamed Salah, c'est officiel, Mohamed Salah, il n'est pas forfait pour toute la compétition mais il est au moins forfait pour 2 matchs. L'attaquant égyptien qui on le rappelle a été touché aux ischio-jambiers. Même si l'Égypte parvient à passer le prochain tour, jouer sans Mohamed Salah au moins ces 2 matchs, on ne sait pas comment il pourra revenir, ça s'annonce compliqué pour les Pharaons. Ça peut les libérer, parce qu'on a vu très souvent les jeunes joueurs égyptiens, ils sont tellement impressionnés par la personnalité de Mohamed Salah ils perdent un peu leurs moyens. Ils lui donnent le ballon en espérant, parce que c'est la star, il faut lui donner le ballon. Quand il n'est pas là, ils vont peut-être prendre leurs responsabilités. Il y a quand même beaucoup de joueurs de talent chez les Pharaons. Ouais, c'est leur chance ils ont intérêt à saisir leur chance. C'est vrai que Salah n'est pas aussi incontournable dans le jeu. C'est vraiment c'est le joueur qui fait la différence. Mais dans l'Égypte, un jeu collectif abouti qui peut se passer de Mohamed Salah, même si effectivement statistiquement c'est un manque. Allez, un petit mot aussi sur l'une des informations de cette journée, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur de la Tanzanie qui est tout simplement limogé en pleine CAN, Adel Amrouche, qui s'était emporté après la défaite 3-0 de son équipe contre le Maroc, affirmant, je cite, que le Maroc gérait le football africain et choisissait ses arbitres. Des déclarations qui lui ont valu une suspension
de 8 matchs de la part de la Confédération africaine de football et dans la foulée, un renvoi de sa fédération. Vous comprenez cette décision ? Alors, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y avait, comme vous l'avez dit, un Maroc-Tanzanie qui s'est fini à 3-0 et que Adel Amrouche est belgeo-algérien. Et on sait qu'entre les Algériens et les Marocains, les rapports sont un peu compliqués ces derniers temps. Donc, effectivement, il a dit ce qu'il pensait. C'est pas le premier entraîneur qui dit ce qu'il pense, mais c'est le premier qui, effectivement, prend une telle suspension en pleine Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même un peu étonnant. Oui, mais il l'a dit de façon très virulente. Et puis, je pense que c'est effectivement c'est de la suite du conflit qu'il y a eu entre les Marocains et les Algériens sur le terrain sportif, déjà au-delà du terrain politique, puisque les Marocains n'avaient pas participé au CHAN qui se déroule en Algérie, toujours pour leurs questions frontalières. Et donc, là-dessus, c'est vrai qu'il a été, il était très agressif dans sa façon d'exprimer que le Maroc avait été avantagé. Et il l'a fait pas une fois, deux fois, à 2 reprises. Donc, effectivement, c'est assez surprenant, cette célérité dans la sanction, mais c'est un peu logique. La Tanzanie qui affrontera la Zambie, ce sera dimanche et ce sera l'adjoint d'Adel Amrouche, Ahmed Morocco, ça ne s'invente pas, qui va donc assurer l'intérim pour cette rencontre. On va faire un petit point juste sur le programme de demain, un très beau programme, une nouvelle fois sur cette CAN, avec notamment ce choc. Ce sera à 15h heure de Paris, l'Algérie qui est dos au mur après son nul face à l'Angola, qui affrontera le Burkina Faso dans la foulée, Mauritanie, Angola, et puis un autre très gros choc à 21h avec la Tunisie, battue, on le rappelle, par la Namibie, qui n'a pas le droit à l'erreur, face au Mali. On va débriefer évidemment tout cela demain lors de cette nouvelle journée sur la Coupe d'Afrique des Nations. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour pouvoir parler de tous ces chocs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et l'information elle continue sur France 24. Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse, avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et France24.com.